J'avoue que ça fait un peu beaucoup. Et c'est typiquement ce qui arrive quand on est dans la procrastination, les amis. Donc ouais, méga update lecture là. Du courage, on s'accroche les amis, on s'accroche. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques, de trucs que j'aime particulièrement. Et on est de retour pour un méga update lecture parce que ça va faire un mois et demi, voire deux, que je n'ai pas parlé de mes lectures, voilà, récentes. Et là, je vais faire un rattrapage. On est sur plus de 15 livres normalement, ou 15 livres, je sais plus, on est vraiment plus de 10 livres, ça c'est sûr. Et on va essayer de les aborder rapidement parce que je veux pas une vidéo trop longue. C'est un make-up de lecture, mais on veut rendre le truc digeste. Donc, on va essayer de ne pas trop rentrer dans le détail, mais donner envie quand même, si la lecture elle est bonne, de lire le livre. On va essayer de faire ça. Let's go. Alors, le premier livre dont je vais parler, c'est Le Comte de Monte Cristo, le volume 1. Je voulais écouter un audiobook, donc honnêtement, ouh, c'était long. C'était long. Je pense que le volume 1 fait plus de 1000 pages, et honnêtement, c'était long. Mais je tenais à écouter ou à lire ce livre avant d'aller voir les films au cinéma. Malheureusement, je n'ai eu le temps de finir que le volume 1 et j'ai dû rusher pour aller au cinéma parce que je me suis dit, j'avais peur que le Comte de Monte Cristo ne soit plus en projection au cinéma, donc je suis allée le voir quand même en n'ayant pas fini le volume 2. Donc j'ai été spoilée du volume 2 du livre, techniquement. Mais j'ai l'impression que pas tant que ça parce qu'il y a eu tellement de modifications de ce qui s'est passé dans le volume 1 et ce qui s'est passé dans le film que je dis, il y a moyen que je n'ai pas été spoilée dans le détail, mais de manière globale juste. Donc, Le Comte de Monte Cristo, on connaît, c'est un classique de la littérature française. On est sur une bonne vieille revanche. Je pense que c'est l'un des premiers romans de revanche bien senti. Je pense que c'est un classique en fait en termes de roman de revanche. Donc, en soi, on va pas le réintroduire. On est sur l'histoire d'Edmond Dantès qui a été accusé à tort d'avoir participé en fait au mouvement contre les royalistes. Et du coup, à ce moment-là, c'était des choses qui vous font enfermer. Il va être jeté dans une prison et il va y passer pas mal de temps. Et là, il va réaliser qu'il avait été jeté en prison, qu'il avait été accusé à tort pour une certaine raison. Et il va comprendre en fait que des gens lui veulent du mal et il va se dire que le jour où il sortira de la prison, en fait, il va essayer de prendre sa revanche sur toutes ces personnes-là qui se sont mis ensemble pour faire monter ce coup-là contre lui. Bref, le gars, il a été arrêté même le jour de son mariage, donc il a la rage. Donc c'est une histoire honnêtement qui est super sympa. Vraiment, c'est hyper bien écrit les amis, c'est hyper bien écrit. C'est vrai que c'est long, mais l'histoire est tellement bien racontée, ça vous donne envie d'enchaîner. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des personnages super sympas. Moi, l'abbé qui était en prison là, j'ai eu un coup de cœur pour lui. J'ai trop kiffé comment il était dans sa manière de réfléchir. J'ai eu un coup de cœur pour la famille Morel que j'ai trouvé trop gentille, trop mignonne. Donc, j'ai eu pas mal de coups de cœur pour les personnages. Et bien entendu, mon supra coup de cœur, c'est pour Edmond Dantès parce que le pauvre, en fait, vous allez le découvrir très innocent, très naïf, en fait. Et la prison va le durcir, va durcir son tempérament. Et à la fin du volet 1 où j'arrive, en fait, on est sur un moment où il commence à déplacer les dés dans l'ombre là, he's moving in shadow, pour fomenter sa revanche et tu sens que le mec va tous les mettre à terre. Donc là, j'ai hyper hâte de lire le volume 2. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le courage de me lancer dedans, mais c'est sûr que je vais essayer de lire le volume 2 assez rapidement quand même. J'espère que j'aurai le temps de le lire avant la fin d'année, ce serait pas mal. Comme ça, je finirai avec Le Comte de Monte Cristo pour 2024. Bref, voilà. Ensuite, j'ai lu Petite boîte de Yoko Ogawa. Et on est sur une histoire un peu atypique. Enfin, atypique, pas vraiment. C'est des histoires que raconte Yoko Ogawa. Donc, si vous lisez beaucoup de Yoko Ogawa, ça ne doit pas vous étonner ce qui se passe dans ce livre. On est sur une histoire très, très... Voilà, c'est particulier. On est sur une femme qui vit dans une maternelle. La maternelle est à l'abandon et elle occupe les locaux pour pas trop cher. Elle a un espace hyper grand et elle s'assoit sur des chaises d'enfants, ça ne la dérange pas. Elle a même fait de sorte à ce que son corps s'habitue à ces proportions-là. C'est déjà un peu bizarre. Donc elle s'occupe de ce lieu-là où les parents d'enfants morts viennent souvent pour se recueillir. Elle fait aussi traductrice pour un monsieur dont la femme écrit très bizarrement parce qu'on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'elle écrit. Et parfois aussi elle se balade et regarde des gens qui écoutent de la musique que seuls peuvent entendre. Bref, c'est une histoire très particulière. Tous les personnages sont particuliers.
Comme la plupart des livres de Yoko Ogawa, on va être sur le traitement de la mort, sur les rituels qui sont appliqués en cas de décès ou la manière dont en fait les personnes qui sont éplorées essaient de rendre hommage à leur mort. Et vraiment, c'est très particulier de manière générale, je le redis, hein, mais c'est assez particulier. Le terme pour résumer ce livre, c'est qu'il est assez morbide, on va dire. Ensuite, j'ai fini Une rose au paradis de René Barjavel et dedans, on va nous raconter une histoire. J'ai l'impression qu'il est un peu dans les trucs de science-fiction, des trucs comme ça. Il y a une fin du monde et un couple ainsi qu'un scientifique ont pu se réfugier en fait dans un bunker à des milliers de mètres sous terre. Donc voilà, ils ont vécu là pendant des années. Et ils sont confrontés à un problème qui se pose pour eux 15 ou 17 ans plus tard, je crois. En fait, ils sont censés attendre 20 ans parce qu'il y a eu des radiations et ils ne peuvent pas sortir sans risquer leur vie normalement, avant le délai de 20 ans. Mais au bout de 15 ans, sous le bunker et tout ça, ils vont avoir un souci. Et le souci, c'est qu'ils risquent de manquer d'air bientôt parce que ils ont prévu un certain nombre de personnes pour vivre là pendant 20 ans, mais des personnes en plus vont se rajouter à ce quota-là. Donc, ça va être compliqué. Donc, on est sur un couple, ils vont avoir des enfants. Et honnêtement, ça part un peu en couille quand vous comprenez d'où vient le problème. D'où vient la personne en plus là qui va se rajouter au groupe bien constitué, qui aurait pu tenir 20 ans, mais qui au bout de 17 ans va se retrouver sans oxygène si ça continue comme ça. Il y a un peu d'inceste les amis, donc voilà. Si vous n'avez pas ce genre de truc, trigger warning déjà. On est sur des gens qui vont devoir gérer une situation, ils vont possiblement manquer d'oxygène, donc ils doivent réfléchir à comment trouver l'oxygène en plus. Côté moralité, c'est pas les gens qui sont les plus moralement bien dans leurs bottes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses assez grises dans leurs actions, de tous les personnages dans cette histoire, donc finalement, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le même panier à la fin de la journée. Et puis voilà, c'est plutôt court, donc si vous avez envie d'une vibe fin du monde, comment gérer des problématiques dans un bunker, enfin bref, des personnages assez gris aussi, si vous aimez ce genre de vibe, why not, mais bon, voilà, il y a de l'inceste, donc ouais. Ensuite, j'ai fini La sorcière de Marine Diaye. On va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Lucie, oui, Lucie, qui, selon moi, en fait, mérite qu'on lui foute quelques baffes de temps en temps, parce que Lucie... Je ne comprends pas ce qu'elle faisait le long de cette histoire. Lucie avait des raisonnements bizarres. Lucie vient d'une famille de sorcières apparemment. Sa mère était très douée dans la sorcellerie. Elle, pas vraiment. Elle a 2 petites filles à qui elle va passer ses pouvoirs de sorcière, qui se retrouvent très douées. Lucie est dans une relation avec son mari actuellement où ça ne va pas très bien. Ils ne s'entendent plus trop comme avant. Des différends vont vraiment les éloigner l'un de l'autre. Et derrière Lucie, parce que elle ne trouve pas qu'elle a déjà assez de choses à gérer, va essayer de faire réconcilier ses parents qui sont divorcés depuis 2 ou 3 ans. Des parents qui n'ont pas envie de se mettre ensemble parce qu'ils se sont séparés, parce qu'ils en avaient marre l'un de l'autre. Donc elle est dans une dynamique très bizarre. J'avais l'impression qu'elle ne savait pas se concentrer sur ce qui était le plus important et qu'elle pourrait s'en aller dans des choses que je ne comprenais pas. Bref, Lucie qui va devoir gérer un mari absent, qui va devoir gérer des finances qui ne sont plus trop là, qui va devoir gérer des filles assez capricieuses, mais Lucie aussi qui se met dans d'autres histoires bizarres. Donc honnêtement, moi j'ai lu ce livre-là, il est assez courant, donc je l'ai fini assez rapidement. J'étais là en mode, mais je ne sais pas ce que j'ai lu quoi. Si vous l'avez déjà lu et que vous avez compris de quoi ça parle réellement, peut-être que je suis passée à côté, hein. Sûrement, parce qu'on n'écrit pas un livre sans raison. Je suis sûrement passée à côté. Donc si vous savez pourquoi ce livre a été écrit, c'est quoi la morale, de quoi on a envie de parler réellement, si vous savez, pardon, droppez ça en commentaire pour que je puisse comprendre, parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas encore. Ensuite, j'ai fini L'Éternel de Joan Sfar. On est sur une histoire de vampire un peu atypique. On est sur un vampire qui est assez déprimé en vrai, parce que honnêtement, le mec, il est super déprimé et il est en auto-flagellation le long du livre. Il m'a rappelé beaucoup Edward Cullen. C'est quelqu'un qui aime les émotions. Il aime bien tout ce qui fait soupirer. Il est amoureux d'une belle femme, sa fiancée. Le truc, c'est que c'est un vampire. Et il se dit, ah, vous savez quoi, je vais aller la rejoindre pour qu'on refasse notre vie. Sauf que son frère est passé avant lui. Et son frère a annoncé à sa fiancée qu'il est mort. Et son frère a épousé sa fiancée. Donc là, techniquement, sa fiancée est mariée à quelqu'un d'autre. Donc... ça la fout mal, hein. Et le mec, il va être déprimé à cause de ça et il va nous rabâcher l'oreille par rapport à l'amour. C'est un philosophe aussi, donc essaye de combiner tout ça. Quelqu'un de déprimé, quelqu'un qui adore l'amour, quelqu'un qui croit en l'amour, quelqu'un qui est déçu de l'amour et qui est philosophe. Vous pensez que ça va donner quoi?
ça donne ce livre, voilà. J'ai également fini Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs de Brit Bennett et dedans on va être sur un essai qui va rassembler beaucoup de textes que Brit Bennett a écrits sur plein de thématiques qui ont la plupart rapport en fait au racisme aux États-Unis, au racisme courant en fait, au racisme qui est vraiment dans la société, au racisme qui est un peu normalisé. Elle a parlé des poupées du moment où ont été introduites les poupées noires, avec ce qui a été associé aux poupées noires. Elle a parlé des récits d'esclaves qui sont très feutrés, qui sont vraiment dilués pour qu'ils soient digestes aux États-Unis. Et elle a parlé également de Toni Morrison et de son désir à elle, à Toni Morrison, de présenter des faits qui expliquent la réalité des choses qui sont passées pendant l'esclavage aux États-Unis. Du coup, la vérité brute pour qu'on la confronte et qu'on soit tous au courant sans être caché derrière un paravent. Bref, elle va parler de pas mal de choses intéressantes et honnêtement, j'ai passé de bons moments à lire ces différents textes parce qu'ils étaient hyper inspirants. Ils donnaient des éléments dont j'avais pas forcément conscience. Donc à checker si vous avez envie de tester un essai qui va parler de racisme aux États-Unis, va parler d'autres thématiques qui gravitent autour de ce racisme-là et qui sont parfois les fondements de ce racisme-là en question. Donc pas mal du tout, j'ai bien apprécié. Alors j'ai également lu Rester vivant et hôtesse de Michel Houellebecq et honnêtement, il m'a perdu au bout de 30 pages, il m'a perdu. Parce que c'est un recueil de textes aussi qui ont été agencés à droite et à gauche. Et quand on commence, on va parler de l'importance d'écrire, de ce qu'écrit un poète, de ce qui peut l'inspirer pour écrire, de ce qui peut le driver pour qu'il écrive de manière juste, de manière vraie, de manière non conventionnelle. Il va nous parler de ça et on va sentir la passion dans la manière dont il raconte ces faits-là. Ça ressemble en fait à des conseils qu'on peut donner à des écrivains, à des poètes et tout ce genre de trucs. Et après, le récit va partir dans d'autres considérations, la manière dont il ressent le monde, la manière dont il est allé faire des expos, enfin, voilà. J'ai fini également Mogbe, le cri de mauvais augure de Mujib Jinadou. Et dedans, on va suivre vraiment, vous savez, la littérature africaine à l'ancienne, en fait, c'est une littérature qui va te donner de grosses leçons, en fait. Elle va vraiment te donner des leçons. Elle va pas être dans un récit qui ne juge pas. Elle va te juger, elle va te dire, c'est parce que tu es comme ça que tu as une vie pourrie et je vais la mettre en exergue dans le livre. Je vais te montrer à quel point ta vie sera pourrie parce que tu es mauvais, parce que tu es insensible, parce que tu es pas dans la considération. Bref, ils sont très moralisateurs. Et Mogbe va rester un peu dans ce cadre-là parce que dedans, on va suivre un jeune homme qui, honnêtement, c'est un petit playboy de je ne sais quoi, qui passe son temps à faire les bars, à faire le choix avec ses amis et tout ça. Il trompe sa copine, bien entendu, parce que... il a un peu de sous, il se fait plaisir. Il va se retrouver embarqué dans une histoire où il voudra toujours plus d'argent. Donc son désir d'avoir plus d'argent va l'embarquer dans quelque chose qui va un peu sonner la fin de celui qu'il est et va créer une autre personnalité qui du coup va être miséreuse jusqu'au bout. Ce personnage-là, parce qu'il a posé des actes, il y a des conséquences et il aura une fin vraiment horrible. Vraiment, honnêtement, j'étais là, je regardais pendant qu'il plongeait page par page, je me disais mais c'est quoi ce truc en fait? C'est la spirale de l'horreur en vrai. Donc il va entrer dans une spirale de l'horreur et honnêtement, il va pas voir le bout. Ensuite, j'ai fini Le Dernier Gardien de l'Arbre de J.R. Essomba. On est sur une histoire fantastique. Dans un monde, il existe un arbre sacré et cet arbre-là ne fleurit pas souvent. Dès qu'il fleurit, en fait, la fleur de cet arbre-là est censée sauver l'humanité et asseoir une période de prospérité pour la planète entière. Donc, le village qui entoure cet arbre-là a souvent des gardiens qui sont censés garder l'arbre jusqu'à ce qu'il fleurisse. On va suivre un jeune homme qui va se retrouver appelé par l'arbre. Il va être tagué comme le gardien de l'arbre. Et au vu des sacrifices qu'il doit faire pour être gardien de l'arbre, il va fuir cette condition-là parce qu'il ne pourra pas supporter. En fait, les conséquences vont tellement lui faire peur qu'il va fuir son avenir, son destin de gardien de l'arbre. Et il va parcourir le monde pour découvrir ce qui s'y cache éventuellement. Donc le jeune homme va essayer de fuir son destin, mais celui-ci va le rattraper finalement. Et voilà, c'est cette histoire-là qu'on va nous raconter. Et honnêtement, c'était vraiment assez intéressant parce que le côté fantastique renvoyait en fait une vibe que je n'avais pas vue depuis un moment.
L'histoire de l'arbre sacré, j'avais trouvé ça sympa parce qu'en général, en Afrique, il y a toujours eu ce genre de récit sur des arbres sacrés. Donc j'ai bien aimé comment ça a été amené. En plus, ils ont glissé des thématiques sur la traite négrière, sur l'esclavage qu'il y a eu entre-temps. Ils ont rajouté une vibe de transmigration, de voyage dans le temps, de quelqu'un qui se projette dans le temps. Bref, ils ont essayé des choses qui étaient plutôt intéressantes. Et moi, j'ai passé un bon moment à lire ce livre-là, donc pas mal du tout. Ensuite, j'ai fini Quality Land de Mark Wakeling. Et honnêtement, j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment passé un bon moment devant ce livre. J'ai passé un excellent moment à lire ce livre parce que je rigolais à tout va, en fait. On est dans une société où c'est une dystopie, hein. On est dans un monde qui a super évolué. La supraconsommation est à son paroxysme. Et honnêtement, on est dans une société où on ne te donne même plus le choix de réfléchir. Tout est choisi pour toi. Tu as juste besoin de dire, ok, tu as envie de quelque chose, mais tu ne sens pas encore l'envie. Ils ont calculé tout ça pour toi et ils te ramènent l'objet de tes désirs avant que tu aies envie de celui-ci. Bref, c'est un monde plutôt facile, on va dire, où il se passe plein de choses, what the fuck. Et à chaque fois que je tournais les pages, que je voyais les situations, j'étais là en mode, mais ah ouais, si quelque chose était tiré à son extrême, ça donnerait ça en vrai. On est sur un futur qui est assez dérangeant parce qu'on est dans un monde qui ne vit que pour la consommation, pour la productivité, pour les bénéfices, un monde où tu n'as pas besoin de réfléchir. Les machines vont peut-être prendre la tête du pays. Bref, on est sur une réalité qui fait assez peur quand même. Et honnêtement, quand j'y réfléchis, beaucoup de choses ont été extrapolées, hein, je l'accorde. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se retrouver vraies dans un futur lointain, les gars. En fait, c'est un peu du Black Mirror, selon moi, ce livre. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est très dynamique, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours plein de situations qui vont vous faire vous retenir les cerveaux en vous disant « Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ce monde-là? Mais il se passe quoi encore ?» Et honnêtement, j'étais là, à chaque fois que je tournais les pages, j'étais là en mode, mais what? Et j'étais tout le temps bouche bée en me disant, mais waouh! C'est un livre qui est super intéressant parce que c'est un futur qui malheureusement est fort possible. Donc, ouais. Ensuite, j'ai lu Les Doigts Rouges de Keigo Higashino et on est sur un polar. On est sur une histoire qui est assez prenante parce qu'on est sur des personnages qui ont été développés d'une manière que j'aime beaucoup. On va les humaniser au maximum et les personnes qui vont se retrouver dans le cœur de l'action criminelle vont être tellement mises en avant, on va tellement leur laisser la place pour qu'ils s'expriment que vous aurez l'impression que ça aurait pu arriver à n'importe qui, dans un certain sens. Bref, on est sur une histoire un peu, voilà, fait divers. Un monsieur, sa femme l'appelle pour lui dire rentre à la maison, il y a un problème, il rentre et il découvre que son fils de 14 ans a étranglé une jeune fille qui est dans leur jardin, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est là qu'ils vont essayer de monter des trucs pour dissimuler cette affaire. Et la police va commencer à mener l'enquête quand ils vont découvrir le corps de la petite fille. On va essayer de remonter aux personnes qui auraient ramené la petite fille là où elle a été enterrée, qui l'auraient abordée, qui l'auraient... Bref, l'histoire, elle est plutôt prenante. Je trouve que tous les éléments qu'on ramène petit à petit dans la résolution de l'enquête s'enclenchent plutôt bien, ils s'agencent bien. Et aussi, on découvre un personnage qui va être un détective d'une série de cet auteur-là. Donc, c'est son origin story, on va dire aussi. Et le détective en question est très intelligent, il réfléchit bien. C'est quelqu'un qui est très dans les émotions aussi et qui a beaucoup de compassion pour les gens qu'il côtoie. Donc, c'est bien équilibré. En même temps qu'on nous montre comment il réfléchit pour résoudre l'enquête, on va nous montrer aussi la famille, là où il y a eu le meurtre, on va nous montrer comment eux aussi leur réflexion évolue et les deux vont se croiser à un moment donné et ça va donner ce livre-là que j'ai trouvé assez humain en fait dans le traitement des personnages, de la criminalité en fait. On est sur une intrigue qui n'est pas trop compliquée mais qui est très bien ficelée, on arrive à comprendre le raisonnement du détective, on arrive aussi à voir où vont la famille là qui essaie de cacher le crime de leur enfant. Donc vraiment, les deux vont se croiser à un moment donné, bien entendu, parce que qui dit enquête criminelle, détective phare, dit aussi résolution. Et la résolution va être bien amenée. J'ai bien aimé. Honnêtement, il y a quelques petits rebondissements qui sont venus là, qui m'ont un peu surprise et je me suis dit, pas mal du tout. Et du coup, je pense que je vais bien continuer la série de ce détective-là parce que je le trouve assez intriguant. Il parle pas beaucoup, il réfléchit beaucoup, il est beaucoup dedans là. Et il a de la compassion. Donc le mélange est assez intriguant pour moi. Donc j'ai hâte de lire la suite de ses aventures. Et honnêtement, voilà, c'était un polar qui était plutôt pas mal du tout. Donc je valide.
Voilà ce qu'il en est de ce que j'ai lu pendant cet été. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle doit être un tout petit peu longue ou pas vraiment. Je ne sais pas vraiment comment je vais me débrouiller au montage, mais on verra bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez lu cet été, que vous avez bien apprécié. Globalement, mes lectures étaient plutôt sympathiques, donc j'ai passé de bons moments à lire la plupart des livres que j'ai lus, donc ça en était plutôt réussi en lecture, j'ai envie de dire. Bref, j'ai fini cette vidéo. On arrête de blablater, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao!